Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre formation dans la musique est à l'origine d'un orchestre où vous avez toujours vu les choses en grand, le Grand Orchestre du Splendide. À travers lui, vous avez offert une nouvelle vie à des refrains du passé et vous en avez créé d'autres qui sont bien partis pour devenir éternels. Bonjour Xavier Thibault. Bonjour Jacques. Alors, on vous accueille parce qu'on va parler du grand retour de l'Orchestre du Splendide au Café de la Gare à Paris, sur les lieux de ses débuts. Ça va être la séquence tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours et celui de cet orchestre mythique à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 15 novembre 1957, qui est votre première télé. C'est-à-dire que c'est une émission chez Jean-Marc Thibault, votre père, où il y a Pierre Tchernia qui vient pour un dîner avec Roger Pierre, et vous êtes là avec Frédéric, votre frère, Frédéric qui a une peluche dans les mains. Vous en souvenez? Ah ben mon frère, il devait être petit. Là. Ah oui, parce que 57... dans les mains. Et vous je me rappelle pas. Vous êtes à l'écran, à côté de votre père et de votre mère Madeleine. Eh ben. Et c'est vrai que votre père évoque son amour pour la chanson et pour l'humour. C'est vrai que Jean-Marc Thibault a été un passionné d'humour et de chanson. Oui, mais les gens souvent oublient qu'il a commencé comme chanteur, en fait. Il était chanteur de bal vraiment pendant la guerre et il a pas mal travaillé avant d'être vraiment comédien, quoi, avant de prendre ses cours de comédie et tout ça. Voilà, et effectivement, on a rencontré Roger Pierre qui est présent à ce dîner, qui prépare une recette dans cette séquence de télévision. Et c'est vrai que Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, ça a été un duo mythique. Ah bah oui, ils ont été les stars même de la télévision, non seulement de la scène, mais je crois vraiment que c'était les numéros 1 pendant quelques années, là, avec les émissions que vous avez avec Mariti Carpentier. En fait, ils avaient connu Mariti et Gilbert Carpentier à Radio Luxembourg, à leur début. Ils faisaient de la pub, et puis ils ont travaillé ensemble. Et avant les numéros 1, il ne faut pas oublier une parodie des Rois maudits qui s'appelait Les merveilleux rois Henri, ou Les maudits rois fainéants, qui a eu 12 millions de téléspectateurs. Ah bah oui, à l'époque, en plus, il n'y avait que 2 chaînes ou une. Deux chaînes, oui. Et c'était vraiment c'était un duo qui avait un style d'humour très particulier, très personnel. Oui, enfin, je sais pas, moi surtout je connaissais qu'eux, alors oui. D'abord eux, non, je les ai tous connus, tous les grands comiques de cette époque-là, Fernand Reynaud, Francis Blanche, oui, bien sûr. Francis Blanche, il était très copain avec eux, ouais. et avec qui il faisait des blagues ensemble en permanence. Oui, Francis Blanche et Jean Carmé. Oui. C'est là les fois où j'ai le plus ri de ma vie, peut-être, c'est quand j'étais gamin et que c'est Jean Carmé qui m'a peut-être fait le plus rire de tous les gens. Pourtant, j'en ai connu des gens drôles, mais... Ils faisaient des blagues ensemble, Jean Carmé et Francis Blanche. Francis Blanche se mettait sous la voiture, à l'intérieur, et Jean Carmé avait les bras levés, faisait, je ne sais pas conduire, et c'est Francis Blanche qui faisait semblant de conduire sur la route de Monaco. Et ça les faisait rire tous les deux. Ouais, il faisait aussi des fausses pannes d'essence. Et il mettait de l'eau dans le réservoir. De l'eau, voilà. Ah non, mais on peut plus imaginer ça aujourd'hui. Non, pas vraiment. Francis Blanche se baladait avec sur le toit un panneau marqué attention explosif. La police l'arrêtait et il sortait 3 pétards de sa boîte à gants. Alors Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, effectivement, c'est un style d'humour et on va réécouter un extrait de sketch qui correspond exactement à ce qu'ils étaient. Si les sudistes, ils avaient été plus nombreux, eh bien les nordistes, ils seraient bel et bien pris la pâtée. Nordistes. C'était le premier duo avec Poiret et Serrault d'humour moderne. Oui, ils étaient peut-être un petit peu plus âgés que Poiret et Serrault. Ils ont dû être connus avant. Oui. Un petit peu avant, mais ils ont commencé à peu près. Oui, Poiret et Serrault ont commencé en 53. Mais c'est vrai que moi, je me souviens de spectacles, mais c'était plein à craquer pendant des mois. Ah oui, quand ils ont fait l'Alhambra Maurice Chevalier, je ne sais pas, c'était une salle, vous avez combien? 2-3 000? 2200 places. Voilà. Eh ben, ils ont fait ça 1 an, bourré à craquer tous les ans, toute l'année. Et l'année suivante, il était évident pour eux qu'ils allaient reprendre la comédie musicale. En fait, la directrice du théâtre a vendu la salle. Ça s'appelait Les Plumes Rouges, je crois. Ça s'appelait Les Plumes Rouges, une comédie musicale. Oui. Voilà, et qui a fait un tabac, effectivement. Mais c'est vrai que vous avez été marqué, formé par ça, Xavier Thibault. Ah bah oui, là, ça c'est en particulier cette comédie musicale. D'ailleurs, pour moi, c'était mon idole, le compositeur Claude Stirmans, qui avait fait, quand j'étais gamin, vraiment, pour lui, c'était le pianiste au départ de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Donc, c'était mon idole. Voilà. Et finalement, le goût de la musique, il est né de là, Xavier Thibault? Ah bah certainement, oui. Moi, j'ai toujours, de toute façon,
mon père et Roger Pierre ont toujours eu des gens ils ont toujours chanté, donc il y a toujours eu des musiciens et j'ai toujours aimé ça tout de suite, oui. Oui, mais de là à devenir musicien soi-même. Ah ben après, tout d'un coup, j'ai pas découvert la musique très tôt parce que mes parents n'avaient peut-être pas forcément très envie que je fasse de la musique. Donc voilà, je vivais ma vie de gamin et puis tout d'un coup, j'ai eu envie d'avoir une guitare et j'ai commencé. Puis voilà, j'y suis toujours là. J'ai 78 ans et je gratouille toujours ou je joue du piano. Voilà. Oui, ça a commencé dans les cabarets de Mouffetard, je crois, dans un cabaret qui s'appelait la Méthode. Ah oui. La Méthode, oui, c'est là que j'ai connu tout le monde. J'ai connu Coluche était barman, donc j'ai connu Coluche là. Moi, je jouais comme musicien la nuit, on jouait. Vous étiez là comme musicien. C'était presque plus amateur que professionnel. Ah c'était, on peut pas l'appeler. Nous, on se posait pas la question, on jouait quoi. À point, on gagnait 3 ronds 6 sous, mais on jouait. Coluche était au bar et c'est là que j'ai rencontré toute l'équipe du Café de la Gare en particulier. Voilà. Et Coluche était au bar et ensuite il a commencé à chanter. Écoutez. Ça, c'est les vrais débuts de Coluche avec les ménestrels à la Méthode. C'est quoi ça? Ah ben ça, c'était le groupe qu'il avait à l'époque. En fait, il n'était pas du tout comédien. Coluche, il faisait tout, quoi. Il avait tous les métiers du monde. Moi, je l'ai connu comme barman et je l'ai connu aussi chantant avec eux. Alors, les ménestrels, oui. Et donc, eux, en fait, moi, à la même époque, j'avais un groupe avec Coluche qui s'appelait les Craignos Boboy. Oui. Et dans ce groupe, d'ailleurs, il y avait Jacques Delaporte avec qui j'ai fait le Splendide plus tard. Mais en fait, il était question qu'on rentre au Café de la Gare quand ils ont créé la troupe du Café de la Gare, qu'on fasse partie de la troupe. Et non, parce que Romain Bouteille a dit non, il y a déjà les ménestrels et ça fera trop, il y aura trop de musiciens. Voilà. Donc, et Romain Bouteille, qui a créé le Café de la Gare avec Coluche, était à la Méthode et c'est là que Coluche l'a découvert. Oui, je pense qu'ils se sont rencontrés là. Oui, mais Romain Bouteille avait un humour très particulier. Ah oui, ça a toujours été un peu abscon. Oui. Mais ça a marqué l'époque. Oui. Et donc, à l'époque, vous débutez avec Coluche et vous commencez même à faire la manche avec Coluche, Xavier Thibault. Oui, on en faisait la manche boulevard Saint-Michel et ça marchait très fort, en fait. Et on faisait de tels attroupements que parfois on a été arrêté par les flics et on est passé des nuits au poste, oui. Pourquoi? Parce que c'était pas permis. Et puis c'est-à-dire, on faisait par exemple, c'est quoi les bistrots, la Romerie. Oui. La Romerie, il y avait un tel attroupement que les gens dépassaient sur le boulevard et provoquaient des embouteillages. Donc forcément, nous on était les responsables, donc on était arrêtés par les flics. Et comment c'est né cette histoire de faire la manche avec Coluche, Xavier Thibault? C'est venu comme ça? Je sais pas, oui, ça vient très vite à cet âge-là. Oui. Et vous faisiez quoi, des morceaux de musique, des sketchs? Ouais, des morceaux de musique, on chantait des chansons. Il y avait Donne du rhum à ton homme, il y avait Boris Vian. Ouais, on n'est pas là pour se faire engueuler, on chantait. Oui, et d'ailleurs, Donne du rhum à ton homme, c'est Moustaki la chanté. Oui. Et Moustaki a débuté de la même façon Boulevard Saint-Germain en faisant la manche et en vendant des livres au porte-à-porte à la Romerie. C'est drôle. Et Coluche avait déjà cet humour? Ah bah oui. Coluche, il faisait, par exemple, quand on était arrêté par les flics, en fait, on se faisait virer souvent au bout de très peu de temps par les flics, parce que tellement ils faisaient rire tout le monde, à la fois les flics eux-mêmes et les gens qui étaient arrêtés, ça devenait un vrai bordel. Et là, ils nous viraient, on allait jouer ailleurs. Oui, on n'imaginait pas d'ailleurs que Coluche ferait une telle carrière ensuite. Ah bah non, on n'imaginait rien du tout. On avait 20 ans. Voilà. Et vous aviez envie de devenir musicien à l'époque? Ah bah je l'étais déjà, oui. Oui, mais musicien, créer un orchestre ou faire autre chose. Mais vraiment, vous étiez musicien avec des petits orchestres. C'était pas forcément un avenir. On se débrouillait comme on pouvait. Hein. C'était une autre époque. Oui, c'était une autre. Oui, d'abord, on pouvait jouer facilement un peu partout, quoi. À cette époque-là, c'est plus du tout pareil maintenant. Et il y avait eu un autre club, c'était le Cheval d'Or, pas loin de la Méthode, qui était un cabaret aussi du quartier, où a débuté Bobby Lapointe. Alors, comme il buvait un petit peu trop avant le spectacle, quelquefois, il reprenait sa chanson en boucle pendant 10 minutes, et il fallait l'arrêter, lui dire, non, le couplet est terminé, faut passer au couplet suivant.
Il est arrivé un jour en scène déguisé en homme grenouille. Il y avait tellement peu de spectateurs que personne ne s'en est aperçu. Il y avait une vie rue Mouffetard à l'époque. Ah oui, c'était vraiment le centre artistique de Paris pour les jeunes artistes, c'est sûr. Oui. Et je crois que vous aimiez le jazz par-dessus tout. Ah ben moi j'étais plutôt dans ce milieu-là. Moi on venait jouer j'ai joué du jazz. Avec les groupes avec lesquels je jouais, c'était du jazz, oui, toujours. Oui, mais du jazz dans les petits cabarets. C'est des cabarets où on avait la bière pour 5 francs. Oui, c'est ça, oui. Et j'ai joué aussi à la Huchette vers cette époque-là. De temps en temps, je faisais un remplacement. Vous aviez envie de... C'était le jazz, votre passion? Oui, plutôt, oui. Et c'était né aussi de vos jeunes années? Ah ben, j'ai toujours aimé le jazz, j'ai toujours aimé ça. Oui, je crois que même à l'époque où le rock'n'roll était à la mode, je continuais à aimer le jazz en priorité. Oui. Voilà, et ça s'est pas arrangé, si j'ose dire. Ça s'est pas du tout arrangé. Et on va l'évoquer à travers une autre date, le 30 août 1977. À tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Thibault. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Xavier Thibault pour le retour du Grand Orchestre du Splendide à partir du 11 novembre, le lundi au Café de la Gare. On va en parler tout à l'heure. Et on évoque votre parcours. Donc on a vu vos débuts d'amoureux de la musique avec notamment Jean-Marc Thibault, votre père, et les orchestres de la rue Mouffetard avec Coluche. Et le 30 août 1977, c'est une date importante car c'est la première télévision du Grand Orchestre du Splendide. C'est charmant. Dites-moi, monsieur le musicien, vraiment vous jouez très très bien. Comment faites-vous de l'instrument sortir des accents si charmants? Voilà, Jean-Marc Thibault, numéro 1. Et vous êtes là, c'est votre première télé, Xavier Thibault. Ah oui. Vous en souvenez? Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que la musique vient par ici, qui est une chanson de Ray Ventura et des collégiens, que vous avez repris dans le style des collégiens. Ah ben nous, c'était notre premier but, c'était de reprendre le répertoire de Ray Ventura. Et comment c'était venu l'idée? Alors l'idée, d'abord c'est qu'on a découvert les disques un peu à cette époque-là. C'était avec mon camarade Jacques Delaporte, et Coluche aussi d'ailleurs, qui s'était intéressé. Tout d'un coup on s'est dit mais c'est fabuleux ce répertoire, et puis c'est tellement le contraire de tout ce qui se passe actuellement dans le monde musical, que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse le contraire de tout le monde. Et on a fait Ray Ventura. C'était vraiment notre première idée. Voilà. Et l'idée est née avec un grand orchestre dans la tradition de Ray Ventura, c'est-à-dire avec des musiciens bien habillés, avec une fleur à la boutonnière. Voilà, un smoking blanc, et surtout des musiciens de jazz, parce que les musiciens qu'on croisait beaucoup, c'était plutôt des musiciens de rock'n'roll à cette époque-là. Et là, moi, j'étais... Et Jacques Delaporte aussi, d'ailleurs, on était très branchés jazz, et on a fait venir pour cette histoire nos copains de musiciens de jazz, des cuivres, quoi. Voilà. Des trompettes, trombones, sax, etc. Et ça a démarré dans un petit studio au départ, les répétitions? Alors on a démarré, c'était en bas de l'orchestre, il y avait la boutique de mon cousin Jacques Renaud, d'ailleurs, qui a fait une carrière dans le showbiz par la suite, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et qui avait à l'époque, il était brocanteur. Et on avait une cave en dessous, et on a répété nos premiers morceaux là, oui. Et c'est un point commun avec l'orchestre de Ray Ventura, car Ray Ventura était au lycée Janson de Sailly et a répété dans une cave les débuts de l'orchestre avec un élève qui était Paul Misraki, qui composait les morceaux. Et ça a démarré aussi avant de se produire, je crois, à la salle Gaveau, un vendredi 13, que personne ne voulait aller à la salle Gaveau. Ce jour-là, ça portait malheur, soi-disant, et ça leur apportait bonheur. Ben voilà. Alors, vous chantez dans cet orchestre avec une voix un peu féminine. C'est assez particulier, ce style. Ah ben ça, c'est la chanson qui voulait ça. Il y avait un personnage féminin que je jouais, et Jacques Delaporte faisait le personnage masculin. Et alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que cette chanson-là, on l'a fait un peu plus tard en télévision, au numéro 1 de Julien Clerc. Oui. Et Julien Clerc avait repris le rôle de Jacques Delaporte, donc il y avait l'orchestre qui nous accompagnait. Moi, je faisais mon personnage. Et en fait, c'était en direct complet l'émission des Carpentiers? Non, c'était pas les Carpentiers, c'était... ça fait rien. Et le micro de Julien n'était pas allumé. Donc, il a tout fait en mime, quoi. Et il n'y avait que ma voix de femme qui passait. Il ne devait pas être content à la fin. Je ne sais pas. Sur le moment, il ne le savait pas. Tout était en direct.
Alors, il se trouve aussi que il y a des gags dans cet orchestre. Par exemple, dans cette séquence qu'on voit dans ce numéro 1, Jacques Delaporte fait semblant d'arriver en retard, de se mettre devant le pupitre et ensuite de descendre vous rejoindre. Oui. Il y avait des gags comme ça. Ah ben on a toujours essayé de jouer la comédie. Ça c'est une envie qu'on a eue Jacques et moi parce qu'on était très proches à la fois de Coluche, du Café de la Gare, du Théâtre du Splendide. Donc on a toujours mélangé la comédie aux chansons et nos chansons sont très rythmées, très joyeuses, très théâtrales. Oui. Alors il se trouve aussi que ça a commencé. Donc il y a eu le Café de la Gare. Avant, c'était très discret au départ. Vous avez commencé entre vous avant d'obtenir les dimanches au Splendide qui venaient de naître parce que le Splendide c'était des murs tout neufs construits par des inconnus qui étaient les Bronzés. Oui, alors en fait, c'est dans l'autre sens. On a commencé au Splendide. Vraiment, c'est pour ça qu'on s'est appelé le Grand Orchestre du Splendide. C'est ça. Et en fait, on a joué pas tellement longtemps au Splendide et après on s'est installé un peu plus longtemps au Café de la Gare. Voilà. Mais le Splendide, je crois que c'était le dimanche uniquement et que c'était vraiment, mais à votre surprise générale, c'était plein tout le temps. Oui, surtout, c'est-à-dire on allait faire la manche dehors, sur le plateau Beaubourg, qui était juste à côté. Oui. Et après, on faisait un peu... on revenait au café, au Splendide, et les gens nous suivaient. Et donc, on rentrait, et les gens nous suivaient, et on fermait les portes. Voilà. Et après, on les faisait payer. Exactement. Il y a aussi, moi, je me souviens d'un Marc-Hugo Finali, qui était un pianiste qui jouait avec ses pieds, et il avait fait un concert à la salle Pleyel, entrée gratuite. Les gens étaient venus, ils ne savaient pas, c'était 200 francs pour sortir si on partait avant la fin. Et les gens n'en pouvaient plus. C'était un gag de Jean-Christophe Averti. Alors, il se trouve aussi que le Splendide, à l'époque, personne ne connaissait, ça commençait à peine, la troupe des Bronzés, Xavier Thibault. Ah oui, ils avaient quand même une petite réputation, mais dans le milieu du café-théâtre, et leur succès a démarré avec le film. Quoi, en exactement. fait, et comment vous les aviez connus? Ah ben nous, on les connaissait depuis un moment. On se croisait parce qu'ils étaient proches du Café de la Gare. Ils ont déjà monté leur premier Splendide en face du Café de la Gare, du premier Café de la Gare. Bon, c'est un peu compliqué. Oui, non, mais il y a eu plusieurs Cafés de la Gare. Ben oui, plusieurs Splendides. Oui. Voilà. Et je crois qu'ils ont déménagé plusieurs fois parce qu'il y avait de plus en plus de monde. Il y avait de plus en plus de monde. Et puis déjà, la première fois, c'est parce que c'est tout l'endroit où il y avait les cafés-théâtres, le Café de la Gare et le Splendide, a été démoli, tout simplement. Alors donc, ils sont partis. Et là, encore une fois, le Café de la Gare, vous êtes arrivé, c'était plus Coluche à cette époque-là. Quand Coluche est parti, oui. Coluche est parti du Café de la Gare et ensuite, le Café de la Gare est parti du Café de la Gare pour aller en construire un autre. Ouais. Et c'est Coluche qui a repris l'endroit qu'il a appelé le Vrai Chic Parisien, qui était le nom de la troupe qu'on avait à l'époque. Exactement. Et là, vous avez continué à suivre Coluche et à le voir. Ah ben après, moi j'ai travaillé presque 10 ans avec lui. Oui, comme musicien. Comme musicien, bien sûr. Là, vous l'avez accompagné dans ses concerts. Et puis oui, c'est ça. Puis on a écrit des comédies musicales, c'est un peu Ginette Lacaze, oui. Et ça, en parallèle, vous avez donc développé le Grand Orchestre du Splendide, dont l'un des premiers succès est également un classique. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des violettes, tant qu'on en veut. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Et le mi-patte met ses chaussettes. Là aussi, ces chansons étaient un peu oubliées, ont revécu et continuent à vivre grâce à l'Orchestre du Splendide, Xavier Thibault. Ah ben peut-être, oui, ça me fait plaisir oui, parce que moi c'est des chansons que j'ai adorées et ça me fait plaisir qu'on les entende toujours. Cette chanson, je crois qu'elle était dans une opérette qui s'appelait Normandie, que Paul Misraki et André Ornez ont écrit avant-guerre et qui a eu un grand succès au Théâtre de la Madeleine. Ah, si. Bon. Voilà. Et il faut savoir que Paul Misraki a composé toutes les grandes chansons de l'orchestre, beaucoup d'autres chansons aussi. L'une des dernières, je crois que c'était Les Volets clos pour Nicoletta, et qu'il a fait 300 musiques de films, on l'a un peu oublié, dont le Mambo de Et Dieu créa la femme de Brigitte Bardot. C'est lui qui l'a composé. Bien sûr. Voilà. Et tout ça fait partie de cet orchestre. D'ailleurs, Paul Misraki est venu vous voir plusieurs fois. Ah oui, il est venu nous voir, il a joué avec nous, oui, bien sûr. Il a joué ? Ah oui, c'était même à chaque fois. Toutes les fois où il est venu, à la fin, je pense que c'était quand on jouait Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, il venait, il montait sur scène et puis il jouait, il se mettait au piano avec nous. Et il y a également vos propres créations comme celle-ci. Bonjour docteur. Bonjour, qu'est-ce qui ne va pas?
J'ai des frissons dans l'estomac. Oui. J'éclate de rire quand il faut pas. Oh là là. Je fais des claquettes à l'opéra. Oh. Je danse le boogie sur le pont de la main. Le Shabala Swing, on dirait effectivement du Misraki. Et c'est vous, avec Delaporte, qui avez créé cette chanson. Oui, oui. C'est l'esprit. Oui, c'est l'esprit. Oui, on avait déjà envie d'essayer de faire aussi bien que l'orchestre de Reventura, oui, bien sûr. Et c'était une époque aussi, on avait besoin de joie. On commençait à parler de crise du pétrole, de chômage. C'était un antidote au départ, le Grand Orchestre du Splendide. Oui, c'était le contre-pied de tout, surtout de tout ce qui se faisait. On était vraiment anti-mode et j'espère qu'on l'est toujours. Et vous avez été aussi, pendant 1 an, je crois, vous avez écrit une parodie quotidienne pour l'émission de Jean-Louis Foulquier à la radio qui s'appelait Saltimbanque. Oui, à Saltimbanque, on était l'orchestre en place et on faisait des parodies des chanteurs invités ou alors on les accompagnait. Et là, on a connu un peu tout le monde, dont Gainsbourg, Birkin. C'était un travail immense faire ça tous les jours. Ah oui, il y avait beaucoup. On travaillait la nuit avec mon frère, on écrivait les orchestrations, bien sûr. Mais ça a été aussi une belle leçon de développement de l'orchestre. Ah oui. C'est là qu'on s'est développé au niveau médiatique, oui, c'est sûr. Voilà, et ça a continué, et on va évoquer une autre date importante dans votre carrière, le 18 septembre 1991. A tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Thibault pour évoquer le Grand Orchestre du Splendide. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Xavier Thibault pour évoquer le grand retour du Grand Orchestre du Splendide à partir du 11 novembre au Café de la Gare le lundi à 19h30. Un retour qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais on en revient à l'histoire de ce Splendide qui est quand même extraordinaire, qui a démarré comme ça dans une petite cave. Et le 18 septembre 1991, là, vous arrivez au Théâtre Donou pour un spectacle Couac qui va être un véritable événement puisqu'il va durer pendant des mois et des mois. Oui, c'était. Puis alors, c'était vraiment un spectacle particulier parce que là, on était vraiment à la limite de la comédie. On a tous les musiciens. C'est ça qui a été difficile, c'est que tous les musiciens ont joué la comédie. Ils avaient tous un rôle. Et c'est pas évident de faire jouer la comédie à des musiciens qui ne l'ont jamais fait. Oui, mais enfin, le Théâtre Donou est un théâtre parisien qui est fermé pour l'instant, mais qui a été un théâtre décoré en 1921 avec une couleur bleue qui était la couleur de Jeanne Lanvin, qui est un très beau théâtre. Ah, oui. Vous êtes arrivé pour quelques semaines et vous êtes resté 1 an et demi. Ah oui, mais enfin, on espérait quand même rester le plus longtemps possible. Oui, mais c'était pas évident au départ et ça a marché, car c'était la fête tous les soirs. Oui, on essayait de faire ce qu'il faut, comme d'habitude. Pourquoi ça s'appelait Couac ? Alors, Couac, c'est parce que c'était c'était un petit peu, fantastique. C'était une histoire fantastique. Et les Couacs, c'était en fait des personnages qui se mettaient dans les instruments et qui détruisaient les instruments ou qui éventuellement rentraient dans le corps des instrumentistes par le biais du tuyau ou du bec de l'instrument, voilà. Alors, c'était un peu les Gremlins avant d'être... Voilà, c'est un peu ça, oui. Alors, il y avait les chansons de Misraki, les chansons d'hier, mais il y avait aussi les chansons d'aujourd'hui, et notamment votre premier succès. L'énorme et vieux ventilateur essayait de brasser l'air lourd d'odeur. On aurait pu palper la peur dans une aussi épaisse moiteur. Macao qui a été un disque vendu à 50 000 exemplaires, qui a été le premier grand succès discographique du Grand Orchestre du Splendide. Je m'excuse, mais c'est plutôt 300-400 000, hein, pas 50 000. Non, mais c'est après. Macao, c'est le suivant qui a été d'après mes archives, alors les archives ils ont oublié un zéro. Bon, ils ont oublié un 000, zéro, oui. Voilà, et ça a été un immense succès. Ah oui. Mais quand on voit les images, c'est un décor de tripot à Macao avec des costumes, des lumières, c'était très, 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 très joué. Oui, c'était un peu ce qu'on recherchait et on l'a fait, ça nous a réussi. Et c'est Philippe Adler qui nous avait écrit le texte. Après, on a fait la musique avec Jacques, mais c'est Philippe Adler qui nous avait écrit ce texte que j'aime beaucoup. Oui, et Macao, c'était l'enfer du jeu depuis le 19e siècle, et le choix des Portugais, afin d'enrayer le déclin dû à la concurrence de Hong Kong, c'était de développer des maisons de jeu. C'est comme ça que Macao est né et devenu une sorte de Las Vegas bis aujourd'hui. Vous êtes allé à Macao ? Non.
Ah, par contre, mon épouse y a été pour faire les costumes. Ça, c'est extraordinaire. Ah bon? Ah oui, pourtant, ce n'était pas des costumes chinois, c'était des smokings blancs, comme les smokings de Ray Ventura. Elle a été à Macao parce qu'elle a trouvé une... Alors, c'était peut-être quelques mois après le succès de la chanson qui a fait que... On lui a donné cette adresse et elle y a été. Et avec une autre copine, elles ont fait les costumes, enfin, elles ont fait faire les costumes. C'était effectivement important. Alors, il se trouve aussi que cette comédie musicale, toutes les générations étaient là dans la salle, les anciens comme les nouveaux. Ah oui, ça a toujours été comme ça, d'ailleurs, parce que dès les premières fois, par exemple, à la Porte Saint-Martin, on a fait une assez longue série. Il y avait un monsieur qui avait, à l'époque, 80 ans, environ, quoi, et qui venait tous les soirs. Alors, on s'est dit, oh, ben, ça doit être un ami de la direction, oui. Et puis il l'invite tous les soirs. Mais on le voyait, il était vraiment au balcon, toujours à la même place. Et un jour, on s'est renseigné, mais qui c'est ce monsieur? Bon, vous l'invitez, n'est-ce pas? Il dit non, il vient tous les soirs, il paye. Alors à partir de ce moment-là, et donc lui, c'était vraiment un fan de Ray Ventura qui revenait. Il est venu au Donou aussi? Ah ben non, on l'a pas revu après. Peut-être il a disparu, ça je sais pas. Parce qu'au Donou, il y avait un spectateur qui venait tous les soirs dans les années 50. C'était Michel Aymert, le compositeur de l'accordéoniste de Piaf, parce qu'il avait repéré une jeune comédienne dans Allez belle vacante dont il était tombé amoureux. C'était Jacqueline Maillan. Voilà. Et c'est comme ça que Jacqueline Maillan et Michel Aymert se sont mariés. Oui. Alors, un de mes compositeurs préférés, Michel Aymert. Bien sûr, un génie. Il se trouve alors donc, surtout que cette comédie musicale, c'était la seconde parce qu'il y avait eu Tam Tam au pays des Noirs Blancs, qui était au Bouffe parisien, qui avait déjà été un succès, Xavier Thibault. Oui, on a Tam Tam au pays des Noirs Blancs, on est parti avec pour des saisons au Québec. On a fait 2 étés complets au Québec avec Tam Tam au pays des Noirs Blancs sous chapiteau. Oui, c'est fou ça. Ça c'est fou. C'était un chapiteau qui était créé spécialement pour l'été, pour votre spectacle. Oui, mais enfin, s'il y avait pas c'est-à-dire au Québec, il y avait en tout cas, je ne sais pas si c'est dur maintenant, mais je pense que si. C'est-à-dire tous les gens quittent les villes où il fait très chaud et ils ont tous beaucoup, ceux qui ont les moyens, en tout cas, ils ont des résidences secondaires dans des villages près des montagnes et tout ça. Et donc, c'était à Saint-Sauveur-les-Monts, en pleine campagne. Et là, il y avait des théâtres en dur et des théâtres en sous-chapiteau, et comme dans tout le Québec. C'est quelque chose de courant, quoi, là-bas. Je ne sais pas si le titre Tam Tam au pays des Noirs Blancs passerait aujourd'hui. Ah, je ne sais pas. C'était venu comme ça? Oui. Il y avait un petit clin d'œil à Tintin. Bien sûr. Voilà. Il se trouve que quand on voit le travail, le réglage des ballets et des chansons, c'était un immense travail de répétition. On travaille toujours. Mais enfin bon, quand on a la formation de musicien, on a un peu l'habitude de travailler. On est obligé de travailler toute sa vie, ne serait-ce que pour se maintenir à peu près sur son instrument. Alors Oui, mais il y a des détails de répétition, de ballet qui n'étaient pas simples à régler. Ben oui, surtout que par contre, quand on est musicien, on danse très mal. Oui. Alors, pour réussir à danser les petites mises en scène qu'on s'imposait, il fallait travailler. Et d'ailleurs, vous avez travaillé ce premier spectacle avec Rita Brandalou, qui était un des fondeurs du groupe Au Bonheur des Dames et Odeur. Voilà, bien sûr. Et on l'a écrit ensemble, oui. Et comment il était arrivé là-dedans? On était amis, de toute façon, il y avait souvent des musiciens, il y avait Odeur ou Le Bonheur des Dames, donc, qui ont joué avec nous, comme il y en a plusieurs, oui. Voilà, il y a Le Bonheur des Dames, il y avait Ramon Pipin, qui est toujours le patron, qui avait un studio. Oui, bien sûr. Très, très copain aussi avec Coluche. Il y avait Costric Premier, qui était un dentiste, qui chantait dedans. Le groupe Odeur, ça a été un triomphe à l'Olympia, parce qu'il mettait sur scène une table, il y avait un spectateur qui montait dîner tous les soirs pendant que le spectacle se déroulait. Ouais. Il y a une folie aussi dans ce genre de formation d'orchestre. Oui, c'était un petit peu la mode de notre époque, oui. Alors, il se trouve aussi que petit à petit, le Grand Orchestre du Splendide s'est développé. Il y a eu de plus en plus de musiciens et même de chanteuses, Xavier Thibault. On a quand même démarré à pas mal, parce que notre but, c'était de reproduire la musique des big bands des années 30-40, en particulier celle de Ray Ventura. Donc, il y a toujours eu pas mal de cuivre. Et puis, quand on a eu un peu plus de moyens, on a encore agrandi la formation et aussi les chanteuses et danseuses. Oui, mais et ça aussi, il fallait les trouver. Il y avait une danseuse qui était immense.
Ah oui, Irma Voss, oui, bien sûr. Oui. Près de 2 mètres de haut, on lui parlait, on parlait à son nombril directement. Comment elle est arrivée dans votre troupe? Alors on l'a vue au Paradis Latin, je pense. Oui, je crois que c'est là où elle travaillait. Elle était amie avec Josiane Balasco, si je me souviens bien, avec qui on voyait souvent à l'époque, et c'est elle qui nous en a parlé, je pense. Et le Splendide, ça a été un immense succès, mais je crois que le plus grand succès de votre formation, dont on vous en parle encore aujourd'hui, c'est cette chanson. Alors là, il y a 600 000 exemplaires, je suis à peu près sûr de vendus. Et surtout, c'est une chanson qu'on chante aujourd'hui, même dans les mariages, dans les bals. C'est étonnant. Ah oui, c'est plaisant. Voilà. Il vous arrive de l'entendre comme ça, dans des soirées Ah oui. Là où le plus surprenant, c'était au Club Méditerranée, chanté par des enfants, parce que les paroles sont quand même assez trapues, en particulier le couplet de la fille de Vampirella. Et c'est amusant de les voir chanter par des... C'est même presque un peu gênant, quoi, par des enfants de 13 ans qui commencent à être un peu... Mais vous avez été surpris par ce succès de cette chanson? Comment vous l'expliquez, Xavier Thibault? J'ai du mal à l'expliquer. En fait, ce sont les enfants qui ont fait le succès de la chanson. On nous l'a tout de suite dit. À cause des déguisements, Oui, c'est ça, oui, à cause des personnages, oui. Et d'ailleurs, l'idée, je crois, venait de vous, au départ. Vous étiez déguisé en sorcière et vous avez eu l'idée de la chanson. Oui, on avait fait déjà une première version qui n'avait rien à voir de diable et de sorcière et de personnages comme ça diaboliques sur scène. Et on a vu qu'il y avait quelque chose, mais c'était plus un truc un peu comme ça, un jingle. Et on s'est dit, il faut faire une chanson, et voilà, on l'a fait. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une version qui est régulièrement présente partout, c'est celle avec Coluche, qui a duré le temps d'une tournée, je crois. Comment c'est arrivé? Coluche, en fait, c'est Jacques qui a quitté Jacques Delaporte qui a quitté le groupe, et on avait des concerts à faire. Et je me dis, il faut remplacer Jacques. Je vais demander à Coluche, parce que c'était mon copain. Il a dit oui, et voilà. Il a fait une tournée mythique. Il a fait une tournée mythique dans cette tenue qui a marqué aussi sa carrière. Oui, on a fait les Zéniths et puis des télés, des trucs et tout. Et puis, il y a une autre chanson qui est le classique de Ray Ventura, qui figure bien sûr à votre répertoire. Madame Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, Léontine, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Cette chanson est devenue une expression populaire. Ah oui. Je crois que Paul Misraki l'a créée. Un soir, il est à Nîmes avec l'orchestre de Ray Ventura, puis il y a une comtesse ou une baronne qui raconte ses malheurs. Dans la nuit, il pense à tout ça, et le matin à 7h, il avait écrit la chanson. Ah oui. Et il m'a dit un jour, j'ai compris que c'était un succès quand j'ai vu quelqu'un à vélo à côté de moi, j'étais en voiture, et qu'il a fredonné cette chanson. C'est un classique, ça aussi. Ah oui. Et vous ne pouviez pas ne pas l'inscrire à votre répertoire. Non, on y pensait depuis longtemps. Mais elle n'est pas facile à faire à tout niveau, mise en scène, musicalement et tout. C'est pour ça qu'on a peut-être un petit peu pris du temps avant. On l'a pas fait au tout début, quoi. On l'a fait. Mais vous respectez la chanson, mais en même temps, le rythme est toujours très différent parfois. Oui, en général, les arrangements, on fait nos arrangements. Notre idée, c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir de faire un arrangement. Comme moi, c'est mon métier de base, d'être arrangeur finalement, je crois. Et quand je vois une belle chanson, je me dis, il faut que je fasse mon arrangement. Sinon, j'aurais pu aussi bien garder celui de Paul. Il était magnifique, mais bon. Il fallait faire autre chose. Vous imaginiez ce succès au départ, Xavier Thibault, quand vous avez débuté? Ah ben non, pas du tout. Vous voulez dire au Splendide? Au Splendide, oui. Oui, non, en 70, non, on pensait juste faire cette petite série qu'ils nous avaient proposé de faire pendant leur jour de relâche, et puis après, on passait à autre chose. Et c'est que là, comme tout le métier est venu nous voir, enfin, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qu'on a continué, puis qu'on est toujours là. Et comment vous l'expliquez, ce succès? Ah ben ça, je sais pas. Est-ce que c'est l'air du temps? Est-ce que c'est justement ce répertoire que personne ne reprenait et qui a été un classique? Oui, c'est surtout ça, c'est une chose importante, c'est qu'on a toujours été à rebours de la mode, on a toujours fait le contraire.
Et ça, je pense que ça nous a été très utile. Voilà. On n'est jamais démodé, quoi. Quand on n'est jamais à la mode, on n'est jamais démodé. Oui, Cocteau disait la mode, c'est ce qui se démode. C'est exactement ça. Et bien justement, ce retour, on va l'évoquer à travers la date du 11 novembre 2024. Tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Thibault. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Xavier Thibault. On a évoqué votre parcours, les débuts et le succès du Grand Orchestre du Splendide. Et là, le 11 novembre 2024, c'est la fête parce que vous revenez au Café de la Gare, le café de vos débuts, tous les lundis soirs à 19h30 pour commencer. Pourquoi ce retour aujourd'hui ? Peut-être qu'on avait envie de jouer, tout simplement. Oui, on a été... C'est-à-dire, on était parti pour rejouer pas mal quand on a fait l'Olympia il y a 8 ans. Et puis, il y a eu quand même le Covid, enfin des trucs qui se sont passés. Oui. Et on a eu du mal après à tourner. Alors, on est parti un peu chacun dans ses trucs. Et puis à un moment, on se dit, alors là, il faut y retourner. Et voilà. Une envie pressante. Ah bah oui, c'est ça. Vous êtes installé, je crois, entre-temps à Amiens, tranquille, pour vivre une vie plus tranquille. Moi, je vis à Amiens, oui. Alors, je fais de la musique, je fais du violon, des choses comme ça. Et puis, voilà. Non, il fallait que je refasse ça. Voilà. Parce que le violon, c'est nouveau. Oui, ça fait. Enfin, je fais ça depuis que j'ai 50 ans, c'est-à-dire ça fait 25 ans, un peu plus. Mais en même temps, c'est une occupation quotidienne. C'est des envies. Du travail, mais j'aime bien travailler. Oui, vous ne seriez pas du genre à prendre votre retraite. Non. Alors, ce spectacle célèbre vos 47 ans de carrière. Encore une fois, on n'aurait pas imaginé. C'est-à-dire que sur l'affiche, vous précisez depuis 1977. Oui. On fait ça en général pour les magasins, mais pas pour les orchestres. C'est une idée comme ça que vous avez eue ? Ah bah oui, c'est une petite idée de promo. Voilà. Et ce retour, vous avez décidé de le faire au Café de la Gare. Pourquoi le Café de la Gare ? Parce que le Café de la Gare, c'est l'endroit où on a commencé, disons, à vraiment faire le métier. Le Splendide, c'était un petit peu une folie, quoi. Tandis qu'on s'est dit, ah bah oui, ça peut marcher, allons, installons-nous quelque part. Et puis, ils nous ont reçus, évidemment, très gentiment. Et là, on a joué assez longtemps au Café de la Gare. 2 fois, d'ailleurs, 2 séries. Et là, vous revenez, on vous a accueilli les bras ouverts. Sota vous a accueilli les bras ouverts. Là, c'est sympa, oui. Alors, la formation d'aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, il y a déjà tous ceux avec qui on tourne depuis longtemps, quoi. Il y a Michel Vinogradov, bien sûr, qui a dès le départ remplacé Jacques Delaporte, depuis très longtemps, quoi, oui. Et qui est toujours là, bien sûr. Qui était dans les 2 comédies musicales. Bien sûr, il a tout fait, quoi. Oui. En fait, il a tout fait. Et il y a Lou Volt, avec qui j'ai pas mal travaillé aussi, elle, parce qu'elle fait aussi des one-man shows. Il y a une jeune actrice-chanteuse qui est au Théâtre des Deux Ânes, Emiliane Charlotte. Oui. Et il y a Cassiopée, qui est alors la toute jeune, qui a 18 ans et avec qui j'ai travaillé quand j'ai travaillé pour l'école Rognoni. Oui, voilà. Qui est l'école du spectacle. L'école des enfants du spectacle. Vous avez travaillé là-bas ? Oui, on a fait un spectacle ensemble avec eux, avec les enfants et leurs professeurs à Bobino. Voilà. Et c'est dans cette école qu'a démarré un certain Charles Aznavour. Exactement. Et Marcel Mouloudji était de la même promotion. Et ils ont débuté tous les deux à l'école du spectacle. Voilà, à l'école Rognoni. Exactement. Alors, il se trouve... Mais là, j'étais pas là. Non, j'imagine. Et vous dites que vous avez passé votre vie à sautiller sur scène avec un ballet de sorcières. Ah, c'est vrai, oui. Mais ça ne vous a jamais... Vous n'en êtes pas lassé. Vous êtes toujours heureux de le faire. Oui, je le refais de bon cœur. Bon, des fois, j'en ai un peu marre, alors je retourne dans ma campagne, et puis au bout d'un moment, je m'ennuie. Je m'ennuie de mon ballet. Voilà. Et justement, ce grand orchestre du Splendide, ces chansons, est-ce que c'est pas une source de jeunesse éternelle, Xavier Thibault ? Ça, je crois que c'est toute la musique, quoi, en fait. La musique, ça aide beaucoup à passer le cap. Et d'ailleurs, il y a une chanson du grand orchestre qui correspond à cette idée. Swing, 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 mon blues existentiel. Swing, 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 mon spleen si démentiel. Swing, swing, mon stress. Là aussi, c'est un esprit. C'est une chanson de l'an 2000, c'est une chanson assez récente. Le Swing Me Swing. Ça figure sur... Je sais plus les dates. Si, 2000. Oui, 2000, très bien. Mais ça fait... Le style n'a pas changé. Et vous êtes les seuls, finalement, à faire ce genre de choses. Oui, voilà. Mais je crois que c'est une bonne idée. Oui, mais vous n'avez jamais été remplacé. Vous êtes resté à l'orchestre unique. J'en ai rêvé à une époque, quand
quand on a eu nos premiers succès, je me suis dit, oh, il va y avoir d'autres groupes qui vont nous imiter, c'est rigolo, ça sera sympa. Puis en fait, jamais. C'est curieux, comment vous l'expliquez? Ah ben ça, je sais pas. C'est peut-être parce que c'est un petit peu compliqué de monter des orchestres maintenant avec des cuivres et tout ça. Hein. Oui, parce que vous êtes 15 sur scène. Un spectacle avec 15 personnes sur scène, c'est pas si courant aujourd'hui avec les moyens financiers que l'on a. Voilà, c'est plus compliqué que de faire une chanteuse avec un gars avec une console pour faire de la techno, oui, c'est sûr. Et vous arrivez vous y parvenez à chaque fois? Finalement, oui, pas mal. Le public nous suit quand même. C'est grâce au public, en fait. Et vous offrez de la joie. Et je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin de joie qu'aujourd'hui. C'est aussi une des raisons du succès du Splendide. Ah ça c'est un bon compliment, oui, si c'est vrai. Oui, et ça l'est sûrement. Ça me fait plaisir. Et parmi les classiques du répertoire, il y a aussi cette chanson. Super des pompons, super des pompons, super des pompons, super des pompons. Ouvrier, président, entends-tu venir de l'espace? Ce héros au grand cœur qui nous sauvera de la poisse. Super des pompons, super des pompons. Là aussi, c'est un classique avec des personnages qui ressemblent aux personnages de la BD sur scène. Ça, c'était la musique d'un spectacle de Jérôme Savary qui m'avait commandé avec des auteurs, je sais pas, Goscinny, c'est... Gottlieb. Gottlieb et Jacques Loeb. Évidemment. Et voilà, c'est eux qui ont écrit les paroles. Et voilà, j'avais fait la musique. Je crois qu'Alice Sapritch était sur scène dans ce spectacle. Oui. C'était totalement fou de voir Alice Sapritch dans un spectacle de Jérôme Savary. Oui. Et c'est vrai que Super Dupont, c'est aussi un personnage de BD créé par Gottlieb, qui était un génie, qui a créé la rubrique à Braque et d'autres choses. C'est un univers complémentaire au vôtre, c'est presque la même. C'est un univers qui correspond à celui du Splendide, non? Ah oui, la BD, je pense que c'est bien de comparer parce que je pense que ça nous a beaucoup inspiré, ça, oui. C'est vrai que Tintin, Gottlieb. Et ce spectacle que vous proposez maintenant au Café de la Gare, il a quand même fallu ressortir les smokings des placards, il a fallu se remettre au travail. C'était pas évident au départ, Xavier Thibault. Oui, enfin, je pense que ça se fait avec plaisir, oui. Et les répétitions, vous avez retrouvé les réflexes immédiatement ou vous avez bâti de nouvelles chorégraphies, de nouveaux sketchs? À chaque fois, oui, il y a des nouvelles chansons et puis à chaque fois, il y a de la nouveauté, mais on a quand même fait, on ne s'est pas arrêté pendant 8 ans, on a quand même fait des concerts à droite à gauche quand on est engagé. Voilà. Alors justement, je crois que dans votre région d'Amiens, vous avez commencé à tester ce retour du grand orchestre. Non, pas encore, dans la région. Mais c'est prévu justement de faire une tournée, justement. Après, oui, on va essayer de faire une tournée, mais un peu partout, oui. Mais apparemment, l'accueil est formidable, puisque les gens disent « Ah, le Grand Orchestre du Splendide est retour ». C'est-à-dire qu'on n'a pas oublié le Grand Orchestre du Splendide. Apparemment, non. Ça me fait plaisir. Et parmi les chansons qu'il y a dans cet orchestre, il y a un autre classique. Tout le monde s'éclate. Là aussi, c'est une chanson liée à la naissance des radios libres et des radios pirates juste avant. Oui, c'est l'histoire un peu des radios qui étaient sur des bateaux. En fait, c'était quand c'était encore un peu interdit. Oui. C'est ça. Alors les radios étaient au large sur des bateaux un peu pourris. Oui, Radio Caroline, par exemple. Oui. Et comment est née cette chanson? Elle est née un peu de ce monde-là, quand on a vu un peu que ça commençait à poindre des radios pirates, ça s'appelait comme ça, c'était le vrai nom de l'époque. Ça nous a inspiré la chanson. Voilà. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait des jeunes qui avaient des antennes sur le toit et qui pouvaient capter à Paris Radio Caroline. Donc, dans les surprises parties, ensuite, ils avaient les chansons anglaises et américaines avant tout le monde, puisqu'elles étaient diffusées sur Radio Caroline et totalement interdites ailleurs.
Voilà, et je pense qu'elles étaient, justement, ils étaient souvent sur des bateaux sur la Manche, en fait. Oui. Ils arrivaient à capter, enfin, je sais pas comment ils faisaient. Mais ils arrivaient à capter parce que c'était des zones territoriales où ils étaient tranquilles. Voilà. Personne ne pouvait rien contre eux. Ouais. Et ça s'est arrangé ensuite. Alors, finalement, le jazz n'a jamais évolué. Le jazz qui était considéré comme une musique de sauvage au début du XXe siècle, c'est resté dans son jus, Xavier Thibault. Ouais, vous parlez du jazz américain, de jazz traditionnel. Oui, le jazz traditionnel continue à... oui, je crois que ça continue à plaire et que les gens... je pense que même ils achètent des disques de Louis Armstrong ou de Count Basie, de Duke Ellington. C'est des choses, c'est comme de la musique classique maintenant. Mais quelles sont les premières mélodies de jazz que vous avez entendues, vous en souvenez? Oui, moi je pense que oui, ça devait être... j'ai dû vraiment entendre du jazz, moi, très 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 jeune, quoi, presque comme j'étais... pas bébé, mais oui, des musiciens de jazz autour de mon père, il y en avait. Ouais, bien. Il y avait même qui venaient jouer à la maison. Hein. Oui, et il y avait un passionné de jazz qui était un metteur en scène, qui est Pierre Mondy, qui a eu la plus belle collection de disques de jazz en France pendant des décennies. Ah oui. Mais... Alors, il y a aussi les musiques de films, car vous avez fait des musiques de films. Ah, très très peu, ça, oui. Oui, mais c'est quelque chose qui vous a tenté. Oui, ça m'a tenté, mais j'ai toujours eu un peu de mal à m'entendre avec les réalisateurs, en fait. Ah bon, pourquoi? Mais parce que, c'est-à-dire, il y a des réalisateurs qui sont musiciens, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et en fait, les réalisateurs qui sont pas musiciens, ils ont toujours dans la tête une musique classique ou une musique enfin, ils veulent la même chose, en fait. Il vaut mieux qu'ils prennent la vraie musique. Mais il y a eu 4-5 musiques, il y a eu Astérix, il y a eu les Barbares, c'est quand même des genres très différents. Oui, et puis il y a aussi beaucoup de gens qui ont simplement repris la salsa du démon ou une autre chanson qu'ils ont choisie comme ça. Il n'y avait pas à se tromper. Voilà. Et il y a une autre chanson qui était aussi un classique, qui n'est pas de vous, que vous n'avez pas joué, mais qui vous a profondément marqué, Xavier Thibault. Car West Side Story, pour vous, c'est la base de tout. Ah ben, enfin, en tout cas, d'abord, j'ai eu la chance de voir West Side Story avant le film. Oui. J'ai vu à l'Alhambra quand j'étais vraiment gamin sur scène, quoi, avant que le film soit tourné. Après, j'ai revu le film je ne sais combien de fois. Et je pense que c'est ça qui m'a fait décider de devenir musicien vraiment, quoi, quand c'est cette musique. Et je me souviens que le jour où j'ai décidé, j'étais aux Beaux-Arts à l'époque, j'ai dit bon, c'est fini, je ne veux plus faire ça. J'ai pas osé rentrer tout de suite à la maison, dire à mes parents que c'était fini, que je ferais musicien, quoi qu'il en coûte. Et au lieu de rentrer à la maison, j'ai été voir ce film-là qui était déjà plus du tout en promotion, oui. Et dans un truc pas de banlieue, mais enfin d'un quartier de Paris. Et c'est seulement qu'après avoir vu le film, je suis rentré à la maison et j'ai dit bon, je ferai musicien, quoi qu'il en coûte. Et vous l'êtes aujourd'hui, et vous apportez du bonheur. Vous êtes un marchand de bonheur. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre. Alors c'est une chanson des Compagnons de la chanson, donc c'est pas du jazz, et c'est au répertoire du Grand Orchestre du Splendide. C'est de la musique typique, oui, bien sûr. Bon, là, je joue pas actuellement, mais moi j'adore aussi la musique, disons, la salsa, c'est une espèce de salsa, ça. Oui, exactement. Alors, vous êtes donc tous les lundis à 19h30 au Café de la Gare, c'est le début d'une nouvelle aventure. Ah oui, j'espère. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est 19h30 jusqu'à la fin de l'année, mais ça peut se prolonger tous les soirs, tourner. Comment voyez-vous l'avenir du Grand Orchestre du Splendide? Oh, je sais pas, j'ose pas. Déjà, je suis tellement content de faire ça. C'est déjà très bien. Voilà. Mais donc, on peut venir vous voir avec tous les musiciens au Café de la Gare 19h30 jusqu'à la fin de l'année le lundi. Et après, grand mystère. Et après, grand mystère, voilà. Eh ben, on en restera là. Merci Xavier Thibault. On sera présent, bien sûr, pour faire la fête avec vous et avec les musiciens au Café de la Gare. Et puis, continuer à apporter de la joie, car on n'en a jamais eu autant besoin. Merci Jacques. Merci Xavier Thibault. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à Sud Radio.